Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'actu de la semaine au Japon. Aujourd'hui, on va parler notamment de l'augmentation du nombre de personnes pouvant entrer au Japon. Ensuite, on fera un petit point sur la situation du Covid ici et sur le nombre de personnes ayant été vaccinées. On aura ensuite une petite partie People où je vous parlerai de la nièce de l'empereur et de son mari. C'est pas un sujet très intéressant, mais c'est quelque chose qui a vraiment fait l'actualité et dont tous les Japonais ont entendu parler ou ont parlé. Autre actualité, le gouvernement réfléchit à assouplir les règles d'immigration pour certains travailleurs qualifiés. Je vous dis tout dans quelques minutes. Et on terminera par une enquête concernant les Japonais qui ont changé de travail il y a 1 an et demi, 2 ans. Ce sera surtout le prétexte pour vous parler un petit peu de la situation du monde du travail au Japon. Comme d'habitude, je vais mettre les chapitres en bas, donc si un sujet ne vous intéresse pas, libre à vous de le sauter pour regarder le sujet suivant. Et vous retrouverez également dans la description des liens vers des articles traitant plus en profondeur des sujets dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite par une augmentation du nombre de personnes autorisées à entrer sur le territoire japonais. La semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait 3500 personnes par jour qui étaient autorisées à entrer, en comptant les Japonais. Eh bien, le gouvernement a décidé d'augmenter un petit peu ce nombre de personnes à 5000 personnes par jour à compter du 26 novembre. En effet, même si le nombre avait été fixé à 3500, il y avait très peu, voire pas du tout d'étrangers qui réussissaient à entrer parce que les formalités étaient vraiment difficiles et que le nombre était rapidement atteint. Le gouvernement a aussi annoncé que les contrôles seraient améliorés à l'aéroport. On n'a pas encore les détails, mais espérons que ça rendra les choses un peu plus faciles. Concernant l'entrée des étudiants étrangers, eh bien la date d'entrée sur le territoire japonais va varier en fonction de l'obtention du COE, le Certificate of Eligibility. Donc par exemple, si vous avez obtenu votre COE entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020, vous pourrez théoriquement rentrer à partir du 1er janvier 2022. Et si vous avez obtenu votre COE après cette date, ça décale d'autant plus votre arrivée au Japon. La semaine dernière, je vous ai dit que les étudiants étrangers qui arrivaient à venir au Japon devaient rester en quarantaine entre 10 jours et 2 semaines en fonction de leur situation vaccinale. Eh bien, sachez que cette période de quarantaine doit se passer dans des hôtels choisis par le gouvernement et qu'elle est à la charge des étudiants. Donc ça peut engendrer des frais allant de 150 000 à 180 000 yens. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut avoir son importance. Si vous comptez venir au Japon, prenez ça en compte. Dans l'actualité aussi cette semaine, le fait que le Japon est devenu le pays du G7 avec le taux de vaccination le plus élevé. En effet, il y a 76% des Japonais qui ont reçu les 2 doses et 78,5% qui en ont reçu au moins une. Le Japon passe donc en tête des pays du G7 devant le Canada et l'Italie. Il y a d'autres pays hors G7 comme l'Espagne ou Singapour par exemple qui ont un taux de vaccination plus élevé, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Cela signifie que la vaccination progresse vite et surtout le Japon était parti très en retard par rapport aux autres pays et donc il a rattrapé son retard. Parmi ces 95 millions de personnes vaccinées, sachez qu'il y a 91% des personnes de plus de 65 ans qui ont été vaccinées. Donc ça peut être une des explications pour lesquelles il y a de moins en moins de personnes hospitalisées. En plus, la situation de l'épidémie s'est nettement améliorée depuis quelques semaines. Cet été, on était à plus de 20 000 ou 25 000 personnes testées positives par jour, alors que là, depuis quelques jours, voire même quelques semaines, on est à moins de 200, voire même parfois moins de 100 au niveau national. Et concernant les décès, il y en a malheureusement toujours un petit peu, mais ça oscille entre 0 et 6 morts par jour. Donc comparé aux autres pays et comparé à ce qu'on a connu, c'est quand même une très bonne nouvelle. En conséquence, le gouvernement a décidé de lever pas mal de limitations, notamment sur le nombre de personnes qui peuvent assister à des grands rassemblements, comme des matchs ou des concerts. Concernant également la vente d'alcool et les horaires d'ouverture des restaurants, maintenant les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à tard et peuvent vendre de l'alcool à leurs clients. Il a aussi été annoncé que le nombre de personnes à table ne serait plus limité. Il était limité à 4 ou 5 jusqu'à maintenant, et à partir de maintenant, si on peut justifier de sa vaccination, eh bien le nombre ne sera plus limité. Alors entre nous, j'ai jamais entendu personne qui a présenté une preuve de vaccination, et j'ai jamais entendu non plus de restaurant qui demandait cette preuve de vaccination. Par exemple, l'autre jour, j'étais au restaurant, il y avait des tables de 7-8 personnes, et on leur a pas demandé du tout de prouver leur vaccination. Donc voilà, il y a la théorie. Et puis il y a la réalité. Passons maintenant à la section People de cette vidéo. Nous allons parler de Mako et de Kei Komulo qui se sont mariés le 26 octobre. Mako Komulo maintenant donc s'est mariée avec Kei Komulo qu'elle avait rencontré il me semble à l'université. Et donc lui c'est une personne normale entre guillemets. Il ne fait pas partie d'une grande famille japonaise. Et leur mariage le 26 octobre a donc mis fin à un long feuilleton qui durait depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Parce que leur mariage a été reporté une première fois. Il y a eu un scandale parce que la mère de Kei Komulo aurait emprunté de l'argent à un ex-petit ami. Bref, ça a fait l'actualité pendant longtemps, donc même si ça ne m'intéresse pas personnellement, je vous en parle parce que c'est quand même quelque chose qui a marqué les Japonais en cette année 2021. En se mariant avec Kei Komulo, Mako-chan a dû abandonner son statut impérial. Et les femmes qui font ça en général reçoivent une espèce de dot de 150 millions de yens, qui est payée donc par l'argent du contribuable,
Et comme le mariage faisait déjà l'objet de beaucoup d'attention, eh bien Mako-chan a décidé de refuser cette somme pour essayer de calmer un peu la situation. Cette semaine, ils sont arrivés à New York où Kei Komuro travaille dans un cabinet d'avocats et ils vont faire leur vie là-bas. Il a aussi été annoncé que le différend financier qui opposait Kei, sa mère et l'ancien compagnon de sa mère a été réglé et donc Kei Komuro a versé 4 millions de yens à l'ancien ami de sa mère. Au fil des mois, il y a eu énormément d'acharnement médiatique sur leur mariage, sur ce problème d'argent et sur ce sujet en général, et Mako-chan a même été diagnostiqué avec un syndrome post-traumatique suite à tout ça. Personnellement, je l'ai plaint un petit peu, puis les actions de la mère de Kei Komuro ne sont pas forcément ses actions à lui, donc je vois pas pourquoi on s'acharnait autant sur eux. Mais bon, voilà, maintenant ils sont mariés, ils sont à New York, espérons qu'ils mènent une vie heureuse à partir de maintenant. Alors malgré le tapage médiatique, en réalité, la plupart des Japonais s'en foutent un peu de ce qui se passe. Ils suivent ça de loin, mais vraiment, moi, tous les Japonais que j'ai autour de moi ne s'intéressent pas vraiment à la famille impériale et encore moins aux problèmes d'argent de Kei Komuro. Dans toutes mes élèves, je crois que j'en ai une vraiment qui s'intéresse à ça, mais tous les autres, ça leur est vraiment égal. Donc voilà, c'est quand même pas au niveau de la famille royale en Angleterre, hein, mais voilà, ça faisait quand même l'actualité, donc je vous en ai parlé. Une autre raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, petite anecdote, eh bien, la famille de Kei Komuro habite à 5 minutes à pied de chez moi. Donc il y a quelques mois, quand les médias étaient déchaînés, eh bien, quand j'allais faire les courses, je passais devant des dizaines de paparazzis, des policiers, etc. Voilà, maintenant tout est terminé et rentré dans l'ordre, nous allons maintenant passer au sujet suivant. Depuis 2019, le Japon a accepté des travailleurs qualifiés dans 14 secteurs où il y a un grave manque de main-d'œuvre et qui sont des secteurs essentiels pour l'économie japonaise. Jusqu'à maintenant, les détenteurs de ce visa, qui s'appelle le Specified Skilled Worker numéro 1, pouvaient rester un maximum de 5 ans au Japon, exception faite de ceux qui travaillaient dans le bâtiment, dans la construction navale et dans la mécanique navale. Eux pouvaient rester au-delà des 5 ans. Pour rester au-delà des 5 ans, ils doivent acquérir le visa de Specified Skilled Worker numéro 2. Et le gouvernement réfléchit donc à augmenter le nombre de secteurs qui peuvent prétendre à obtenir ce visa. Ceux qui obtiendraient ce visa pourraient rester indéfiniment au Japon et même faire venir leur famille au Japon. Il y a des conditions, bien sûr, notamment celle d'être resté plus de 10 ans au Japon, mais ça serait vraiment une première porte ouverte à une immigration un peu plus importante qu'actuellement. L'élargissement de ce visa est envisagé pour 11 nouveaux secteurs, dont le secteur de l'agriculture et de l'alimentaire. Rien n'a encore été décidé concernant le secteur médical et les infirmières qui travaillent par exemple avec des personnes âgées. À titre d'information, fin septembre, il y avait 38 337 détenteurs de ce visa de niveau 1 et 0 du niveau 2 parce que pour l'obtenir il faut passer un test et que le test n'a encore jamais été organisé. Voilà, donc si vous travaillez dans un de ces secteurs et que vous voulez venir au Japon, eh bien à partir de l'année prochaine vos chances augmenteront et vous pourrez peut-être même rester indéfiniment au Japon. On termine l'actualité de la semaine avec les résultats d'une enquête sur les personnes qui ont changé de travail entre fin 2019 et fin 2020. Eh bien, plus de 50% de ces personnes sont très contentes d'avoir changé de travail. La nouvelle en elle-même n'est pas passionnante, mais elle traduit quand même un changement dans les mentalités et dans le monde du travail au Japon. Jusqu'à maintenant, et ça existe encore évidemment, hein, les étudiants sont recrutés par les sociétés à la sortie de la fac et ils restent dans cette société toute leur carrière. Et au Japon, les promotions se font à l'ancienneté. Le salaire augmente à l'ancienneté et le nombre de jours de vacances augmente aussi à l'ancienneté. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait vraiment toutes les raisons de rester longtemps dans la même société. Mais depuis quelques années, surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de changements de carrière et donc les Japonais n'hésitent plus à changer de profession pour obtenir de meilleures conditions. Il y a d'ailleurs de plus en plus de sites et d'applications pour aider à changer de carrière. On voit même les publicités dans le métro ou à la télévision. Donc voilà, les mentalités changent au Japon aussi et le monde du travail évolue. Il y a aussi évidemment l'impact du Covid-19. Le télétravail s'est imposé un peu de force au Japon. Et beaucoup de Japonais se sont rendus compte que rester 2 heures dans le train pour aller travailler, ça leur manquait pas forcément. Alors le nombre de personnes qui souhaiteraient continuer à télétravailler est quand même plus faible qu'en France, où il est proche de 100%, mais ça a contribué quand même à ouvrir les yeux à certaines personnes. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité de la semaine au Japon. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Salut!